Salut la gang! On est jeudi, avant-dernière journée à Ottawa parce qu'on est la première semaine. Mon premier live avec vous depuis le début de l'année 2020. Je ne sais pas les premières personnes qui vont se brancher. J'essaye un nouveau système, juste m'assurer que le son est bon. Je vois des gens qui viennent se brancher. Peut-être quelqu'un pourrait juste me confirmer que le son, l'éclairage est correct. C'est un nouveau gadget que m'a acquis Benoît Plamondon, mon responsable des communications attaché politique à mon bureau, pour me permettre de pouvoir avoir les mains libres et de pouvoir travailler avec vous. Merci Martin de me répondre. Donc, petit tour d'horizon de ce qui se passe de cette première semaine à Ottawa. J'arrive il y a à peu près une demi-heure de mon bureau et je voulais en profiter vu que c'est une petite soirée qui est plus tranquille. Il n'y a pas de vote ce soir au Parlement canadien avant cette dernière journée. Je m'étais préparé quelques notes sur 5 sujets particuliers que je voulais vous jaser. Mais si vous avez des questions, je vais essayer. Donc, je suis tout seul, soyez indulgents. Et je vais essayer d'y répondre en les lisant le message. Patricia qui m'écrit: Salut Alain, heureuse de te retrouver. C'est un plaisir, Patricia. Merci pour ton beau travail, particulièrement dans la région de Sherbrooke en passant. Donc, je veux vous parler de la motion de notre opposition que nous avons gagnée cette semaine. C'est la deuxième journée d'opposition qu'on a, deuxième que l'on remporte. C'est une motion qui a été déposée par mon confrère de la circonscription. C'est ça qui est le fun, Luc Berthold, juste à côté de chez nous, Mégantic-l'Érable. Je veux vous parler du dossier de la femme qui a été tuée à Sainte-Foy, du criminel Eustachio Galaise. Une histoire assez rocambolesque avec laquelle on pose beaucoup de questions à la Chambre des communes. Naturellement, je vais faire un petit topo de ce qui se passe avec le coronavirus. S'il y en a qui ont des questions, l'idée, c'est pas d'alarmer personne, mais de donner peut-être leur juste les questionnements que l'on pose au gouvernement présentement. Je vais vous parler des dépenses faramineuses. Les gens ont peut-être vu le message que j'ai mis ce matin sur ma page Facebook sur le 50 millions que le gouvernement a donné à Mastercard. Vous avez bien entendu, 50 millions à une entreprise qui fait des milliards par année avec chacune des transactions que l'on fait et les frais qui sont payés par les entreprises. Donc, je vais vous parler de ça. Puis naturellement, je vais commencer par celui-là, la course à la chefferie, qui est en cours, étant donné que vous savez tous qu'en décembre dernier, notre chef Andrew Scheer a décidé de laisser sa place suite à la défaite de la dernière élection. Défaite, je tiens à remettre dans le cadre, qui a malgré tout fait en sorte qu'on a eu plus de Canadiens qui ont voté pour nous. On a augmenté de façon substantielle notre délégation à Ottawa. C'est la plus forte opposition de l'histoire canadienne que l'on a. C'est un gouvernement qui est minoritaire et le système électoral, comme il est, ne nous a pas favorisé ce coup-ci. Donc, on doit travailler encore plus fort en vue de la prochaine élection qui pourrait arriver n'importe quand, étant donné que c'est un gouvernement minoritaire. Avant de continuer de parler de la course à la chefferie, si vous aimez, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des petits thumbs up, vous pouvez partager si vous voulez que d'autres personnes entendent un peu toutes ces informations. Libre à vous, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez le faire. Donc, je commence course à la chefferie. Premièrement, je voudrais dire merci à tous ceux et celles qui m'envoient des beaux messages à mon égard. Merci pour votre support, merci pour votre confiance. Je tente du mieux que je peux de faire mon travail comme député, comme mes confrères au Parlement canadien. Particulièrement, je pense aux 9 autres députés qui sont avec moi au Québec, à toute l'équipe qui travaille avec nous aussi au bureau du chef, dans nos bureaux de circonscription, dans nos bureaux à Ottawa. Mais comme je l'ai dit, j'ai décidé de continuer mon rôle de lieutenant politique auprès de l'équipe de direction avec Andrew Scheer et les autres députés, ce qui fait en sorte que je vais prendre une position totalement neutre dans cette course à la chefferie. Donc, je vais faire comme vous, je vais la regarder. Si je dois commenter, je le ferai, mais toujours sur l'angle du lieutenant politique qui doit s'assurer que les enjeux du Québec, nos préoccupations que nous avons, je pense exemple à la loi 21, s'assurer que les candidats, lorsqu'ils me questionnent ou s'ils prennent une direction différente, peut-être d'essayer de recadrer et de faire en sorte que le Québec soit bien représenté à l'intérieur du Parti conservateur et naturellement dans un futur gouvernement canadien. Donc, ça va être la position que je vais prendre. Les gens qui suivent un peu la course, il y a 3 candidatures, dont 2 particulièrement importantes. Erin O'Toole, qui était de la dernière course aussi, qui s'est relancé. Il avait fini 3e le dernier coup, un député ontarien.
et celui que tout le monde parle un peu partout, qui est Peter MacKay. Donc, ce sont les deux, on appelle ça les front-runners dans le jargon ici à Ottawa. Donc, ces deux personnes-là qui se lancent dans la course avec d'autres personnes sûrement qui vont embarquer d'ici la date limite qui est à la fin février, le 27, si je ne me trompe pas. Cela étant dit, si vous avez le goût de vous impliquer, là, les gens mettent plein de commentaires. Naturellement, vous voyez des analyses de journalistes, la population qui commente. Naturellement, vous comprenez que ceux qui sont contre les conservateurs, qui voteront jamais conservateurs, vont toujours commenter négativement. On apprend à se faire une grosse carapace quand on est conservateur. Pour bien des gens, on a l'impression qu'on est le démon en personne. Mais non, on est des êtres humains comme vous tous qui veulent travailler pour la population et faire en sorte qu'on ait un État efficace, moins dépensier, qui soit de vous retourner le plus d'argent dans vos poches. Quand je vois au Québec, j'aime pas trop commenter le Québec, quoique j'adore mon député Éric Lefebvre, André Bachand, Sébastien Chiberger, Donald Martel. Bon, je viens de la même famille politique qu'eux, mais quand je vois Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui disait cette semaine, je lisais sur Twitter, que les Québécois veulent pas de baisse de taxes et baisse d'impôts, je me dis, d'après moi, là, on fréquente pas du tout les mêmes personnes. Je pense que les gens sont tannés de payer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si c'est le cas, faites un petit cœur. Je pense qu'on on en a plein les baskets, des augmentations de taxes, d'impôts. Et je trouve ça le fun que le gouvernement en place au Québec, particulièrement, contrairement à ce que l'on vit au fédéral avec Justin Trudeau, a baissé la taxe scolaire, veut redonner plus d'argent dans les poches des familles. Je pense que c'est ça l'objectif. On paye assez d'argent. Donnons plus de liberté aux gens pour qu'ils prennent leurs meilleures décisions pour eux, pour leur famille, pour leur entreprise. C'est ça qui est le plus important. Donc, c'est ça. Donc, je disais tantôt, s'il y en a qui veulent embarquer dans la course, qui ont le goût de faire une différence, bien, devenez membre. C'est pas compliqué. Conservateur.ca et vous pouvez vous devenir membre. Ça coûte 10 si je ne me trompe pas, par année. Et vous allez avoir le même pouvoir que moi, je l'ai. Le même pouvoir, un vote par circonscription. Chaque circonscription au Canada a le même poids, donc qui est 200 membres, qui en est 5000 comme à Calgary. Chaque circonscription est importante et le Québec va avoir un grand rôle à jouer dans la nomination de notre prochain chef. Donc, embarquer, des fois commenter, c'est correct, mais quand on veut vraiment faire une différence, ben, la meilleure façon, c'est en embarquant avec nous. Puis, si après vous êtes tanné, vous n'êtes pas obligé de renouveler votre membership, mais si vous voulez nous aider à choisir le bon chef, ben, c'est la meilleure façon de s'y prendre. Tantôt, j'ai dit que j'allais commenter. Bien, je le fais aussi pour des situations que je trouve tout à fait désobligeantes, qui vont à l'encontre de positions du Parti conservateur. Je pense à Richard Descaries, ceux qui ont suivi sa sortie par rapport au LGBTQ et à l'avortement, où j'ai pas eu le choix, comme bien d'autres personnes un peu partout au Canada, de recadrer le discours et de dénoncer les propos qu'il a eus envers ces personnes-là. Je continue à croire que chaque citoyen, quelle que soit sa religion, sa provenance dans le monde, ou les relations qu'il peut avoir avec un homme ou une femme, ça ne nous appartient pas, nous les politiciens, ça se passe dans la chambre à coucher. Laissons ça à l'extérieur, comme la religion. Faisons notre travail pour travailler à offrir à toute la population, quelle qu'elle soit, une chance de pouvoir réaliser leurs rêves et leurs ambitions dans notre beau pays, dans notre belle province, dans notre belle municipalité, un peu partout. Donc, c'est ça que je nous souhaite tous. Je vous parle du coronavirus en premier. Je fais un peu le topo de la situation. Il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui sont très, très inquiets, très alarmés par rapport à ce qui se passe. Mais il y a aussi les autres qui disent qu'il faut être prudent. On sait déjà qu'on a dépassé ce qui s'est passé avec le SRAS au niveau de la dernière épidémie par rapport à ce virus-là. On voit qu'en Chine, ils prennent toutes les mesures pour essayer de contrôler la situation. Ils sont déjà rendus à 170 morts de leur côté. Donc, on est rendu dans le monde à 7783 personnes qui sont touchées par ce virus-là. Donc, c'est quand même assez important. Et ça prend 14 jours. On sait qu'on n'est pas rendu au pic si on calcule à partir de la première journée où les personnes ont été détectées. Au Canada, pour les gens qui ne savent pas, on a 3 cas officiellement déclarés. 2 qui proviennent d'un vol, le CZ311, dans lequel il y avait 100 passagers.
Ça fait partie des questions qu'on a posées au gouvernement cette semaine, que j'ai même posées, parce que j'en ai posé plusieurs sur le sujet. Je demandais au gouvernement, est-ce qu'on peut nous dire si les 100 personnes qui étaient dans le même vol, on sait où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'on est capable de suivre la situation pour voir s'ils ont été contaminés eux aussi. Donc, je pense que c'est des questions qui sont tout à fait pertinentes, comme celle de rapatrier. On est rendu à 196. Hier, c'était 160. Mardi, c'était 127. Donc, 196 personnes qui ont demandé au Canada de les ramener au pays. Et la question qui a été posée aujourd'hui à la ministre, de ma part, c'est OK, on va les ramener. On ne questionne pas ça. Mais une fois qu'ils sont rendus ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sont mis en quarantaine? Le temps qu'on sache si tout est correct ou on les retourne chez eux. Malheureusement, ces questions-là, on n'a pas eu de réponse encore. On espère les avoir avant la fin de la semaine afin de pouvoir répondre à toutes les questions de l'ensemble de la population qui se pose des questions là-dessus. Donc, on dit qu'il faut être proactif et non pas être réactif dans ce dossier-là. Le comité de l'Organisation mondiale de la santé vient de décréter l'état d'urgence au niveau mondial pour faire en sorte qu'on puisse prendre des mesures et éviter la propagation du virus à travers le monde. Hier, on a demandé au comité de la santé de siéger pour répondre aux questions. On n'a malheureusement pas eu les réponses qu'on souhaitait, mais au moins, on démontre qu'on fait notre rôle d'opposition. On va poser les questions les plus importantes au gouvernement, puis on va espérer qu'il collabore pour nous donner le maximum d'informations. Je vois Cynthia Cool-Lartier qui m'écrit « Nous, en Alberta, on est en train d'évaluer si on devrait rester dans l'union de notre pays. » Cynthia, ne faites pas l'erreur que l'on vit, s'il te plaît, au Québec, avec le Bloc, avec le Parti québécois. Je pense que c'est ensemble, unis, qu'on va être les plus forts. Si jamais l'Alberta décidait de s'isoler en plein milieu du pays, je ne pense pas que d'aucune façon ça va pouvoir les aider. Et au contraire, je pense que ça va plutôt nous nuire et faire en sorte d'assurer aux libéraux le pouvoir à vie. Donc, j'espère que la raison va prendre le dessus sur l'émotion, comme on le vit nous autres aussi au Québec. On le voit avec le Bloc québécois qui a essayé de boycotter en votant contre le dossier de l'ALENA avec les Américains. Puis on voit ce que ça a fait. Tous les analystes confirment qu'ils ont pris la mauvaise décision. Ils n'ont pas parlé de l'intérêt de l'ensemble des travailleurs du pays. Donc, je vous le dis, s'il vous plaît, restez avec nous. On va travailler avec les gens de l'Alberta. Les conservateurs sont sensibles à votre réalité dans votre région. Puis, on va tout faire. Puis, vous avez envoyé un message clair au gouvernement libéral. Vous ne voulez plus rien savoir d'eux. Tous les députés en Alberta, Saskatchewan sont conservateurs. On est le seul parti à avoir des députés dans toutes les provinces. Et c'est à notre tour à vous dire, on va vous aider maintenant. Donc, message envoyé pour les gens de l'Alberta en même temps. Je rencontre justement la semaine prochaine Jason Kenney. J'ai bien hâte de lui parler. Je vous parle, prochain dossier, la motion. Donc, salut PA, bonjour Dame Nord. C'est le fun de voir les gens de ma circonscription aussi qui suivent ce live-là. On est rendu plus de 60 présentement, c'est cool. Fait que si vous aimez, likez, partagez, ça va me faire plaisir. Je vous parle de cette motion qui n'est pas banale, une motion qu'a préparée mon confrère Luc Berthold de Mégantic l'érable, une motion qui demandait au gouvernement de demander au vérificateur général du Canada de faire l'analyse de leur propre plan d'investissement en infrastructure. Je m'explique. Le gouvernement a annoncé des investissements dans toutes les municipalités au pays de 186,7 milliards. Pas des millions, pas des milliers, des milliards de dollars. Le problème, c'est quand le directeur parlementaire du budget, je m'explique, le directeur parlementaire du budget, c'est une personne indépendante qui a un bureau avec un budget et lui, sa job, c'est de surveiller ce que le gouvernement fait de façon tout à fait indépendante. Quand ce directeur parlementaire avec son équipe a demandé « Salut Lise d'Asbestos », il y a du monde de partout. Et là, je vois Patrick Berman, je m'en viens de voir bientôt. Tu te rappelles, Patrick? Je m'en viens manger dans ton super restaurant au mois de février avec ma femme puis deux amis. Je reviens à mon histoire. Là, je suis en train de divaguer. Quand le directeur parlementaire du budget a demandé au gouvernement, est-ce qu'on peut avoir votre plan d'investissement? Où sont vos dépenses? Où va l'argent? La réponse, c'était quoi? Et là, je vais prendre une gorgée. C'est pas de la bière, c'est d'eau Perrier du Québec en passant. La bouteille, elle est bleue aussi. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de document. Le gouvernement
n'avait pas de document pour suivre les 186,7 milliards d'argent qui étaient budgétés pour des projets d'infrastructure partout au pays. 186,7 milliards, ça c'est notre argent. Les Canadiens, chaque fois qu'on travaille sur notre paye, la partie qui s'en va à l'impôt fédéral, c'est notre argent. Imaginez, le ministère de l'Infrastructure, un des plus gros ministères, n'est pas capable de dire au directeur parlementaire où est cet argent. Puis avec les données qu'il a réussi à ramasser un peu par-ci, par-là, bien, il s'est rendu compte que seulement 60% des montants qu'il réussit à retrouver qui allaient vraiment dans des projets municipaux, des projets provinciaux, transports en commun, ponts, routes et compagnie. Je sors de quelques statistiques. En 2017, le directeur parlementaire du budget a constaté que les libéraux n'avaient dépensé que la moitié des fonds promis pour l'infrastructure. Pourtant, c'est comme ça que les libéraux avaient justifié les déficits. Les deux petits déficits des 2 premières années du premier mandat, c'était pour des projets d'infrastructure. Ils ont dépensé seulement la moitié. Pourtant, le déficit, lui, a triplé par année. En 2018, quand le directeur parlementaire du budget a demandé le plan d'infrastructure des libéraux de Justin Trudeau, il a constaté qu'il n'existait pas. C'est pas des farces, là, ce que je vous dis là. Ça a l'air surréel, là. Un gouvernement qui va chercher 300 milliards d'argent par année dans vos poches n'a pas de plan. En 2019, quand le directeur parlementaire du budget a demandé une liste de tous les engagements spécifiques au titre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement libéral a été incapable de fournir l'information. Je rigole pas, là, ce que je vous dis là. Ils ont été incapables de fournir l'information. La réalité, c'est qu'ils ne savent pas où est l'argent. Après ça, on se demande pourquoi les gens nous disent « Oui, mais l'austérité, les conservateurs, vous allez couper où? On va couper à plein de places, ça va être facile. » Cet argent-là, elle ne se rend pas. Puis quand je parle avec certains élus municipaux, je leur dis « Avez-vous vu des projets chez vous? » La réponse, c'est non. Les projets ne se rendent pas, à part quelques projets dans les grands centres comme Montréal, Toronto. Donc, c'est une réalité en ce moment que les libéraux n'ont pas de plan au niveau de l'infrastructure, fait que ça va à la pièce avec les bons amis libéraux comme on connaît l'histoire, puis ça continue souvent comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe? On voit des déficits. Des déficits, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de taxes, plus d'impôts. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être plus tard à nos enfants. Salut Sylvie, je pense que c'est Sylvie Boucher qui était députée avec moi, elle dit c'est du n'importe quoi. Sylvie, ça n'a pas changé, c'était comme quand tu étais là, ça continue. Puis là, écoutez bien cette histoire-là, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a bien vu, parce que j'ai trouvé aucun texte dans aucun média francophone qui parlait de cette histoire-là, à l'exclusion des médias anglophones. Justin Trudeau, regardez bien ça là, a donné 50 millions. À qui? À Mastercard pour s'installer à Vancouver de nouveaux bureaux. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau, là je vois Suzy Larouche qui vient d'embarquer, mon ami Suzy, écoute bien ça Suzy, c'est comme dans le temps de l'ADQ, là, les départs qu'on voyait des gouvernements libéraux au Québec, a dépensé, a donné 50 millions à l'entreprise Mastercard qui fait plus d'une centaine, je pense que c'est 167 milliards par année de profit avec les cotisations que l'on paye à chaque fois qu'on utilise la carte de crédit. Ça n'a aucun bon sens. Je ne sais pas si vous vous rappelez le 12 millions à l'Oblast. Justin Trudeau a autorisé une dépense de 12 millions à l'Oblast, une multinationale qui fait des milliards de profits. Puis si vous ne croyez pas aller à la bourse, dans les deux cas, vous allez voir, pour qu'ils changent le réfrigérateur pour utiliser des réfrigérateurs moins énergivores. Pourquoi Mastercard, une multinationale, a le droit à 50 millions? Pourquoi l'Oblast? Pourquoi pas le dépanneur du coin, la petite épicerie dans un village n'aurait pas le droit à cet argent-là? Pourquoi nous, comme citoyens, on n'aurait pas le droit de l'argent pour changer notre frigidaire, pour poser un geste environnemental? Ces entreprises milliardaires, eux, ils ont le droit à cet argent-là, à notre argent. Bien, c'est ça, des dépenses libérales de Justin Trudeau. Puis ce qui est le plus drôle dans ça, c'est une question qui a été posée. Est-ce qu'il y a eu une annonce officielle, une coupe de ruban
de cette annonce de 50 millions à Mastercard pour montrer que le gouvernement libéral faisait bien les choses puis supportait la population pour créer plus d'emplois. C'était la réponse de Mélanie Joly. 50 millions pour créer des emplois chez Mastercard. Imaginez. Excusez, là, je suis crampé, là, je riais quand je voyais Mélanie Joly, que j'aime, je la trouve super sympathique, elle est gentille, tout. Mais elle essaie de défendre l'indéfendable comme dans le dossier de Netflix. 50 millions de notre argent pour une multinationale pour créer des emplois au Canada qui viennent s'installer. N'importe quoi. Je vous le dis, c'est du grand n'importe quoi. C'est comme la banque d'infrastructure qu'ils ont mis en place. Je l'ai. Est-ce que j'ai ce chiffre-là? Bougez pas. Je pense que je l'ai. La banque d'infrastructure du Canada qu'ils ont créée. Oui, c'est ça, je l'ai. Excusez-moi. Le gouvernement a créé une nouvelle banque d'infrastructure. Cette banque d'infrastructure a dépensé en 2019 11,4 millions en honoraires pour les rémunérations du personnel, honoraires professionnels. Seul projet accepté, le REM à Montréal. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Ça n'a pas de bon sens. De l'argent à des gens qui ont été nommés, des amis du régime, quand le gouvernement a déjà tout l'argent dans ses comptes, a des ministères pour soutenir, Développement économique Canada pour le faire. Mais non, c'est pas assez. Il faut créer des nouvelles structures. Il faut créer encore et encore et encore et encore des structures avec l'argent des contribuables. Bien, c'est ça la réalité. C'est ça la différence entre un libéral et un conservateur. Un conservateur, lui, il cherche à laisser le plus d'argent dans les poches du monde. Il va tenter de baisser les taxes comme Stephen Harper l'avait fait en baissant la TPS de 7 à 6 à 5 %. Il va laisser la même chance à tout le monde de réussir. C'est ça la réalité. Ça me fait du bien parce que là, on est à l'opposition encore peut-être pour quelques mois. J'espère que ça ne sera pas trop long. Fait que, je vois que Francis Landry qui dit 50 millions, s'il y a 100 emplois, ça fait des emplois à 500 000, une vraie farce. Ils disent 200, fait qu'on va dire 250 000 par emploi. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun média francophone qui en parle? Posons-nous la question. Pourquoi il y a juste les médias anglophones qui parlent de cette histoire-là? Ça, ces histoires-là, il n'y a personne qui va en entendre parler. Si nous, les députés de l'opposition, on ne les ramène pas parce que le gouvernement n'a même pas eu le courage de faire une super conférence de presse en mettant plein de ministres puis de députés en arrière de Justin Trudeau qui dit « On est fiers d'encourager Mastercard en leur donnant... » Puis j'ai une carte Mastercard, là. Puis Mastercard m'a envoyé même une belle lettre aujourd'hui pour me dire comment ils étaient fiers de l'ouverture de leur centre. Imaginez, ça n'a pas pris 2 minutes, c'est dans le bac de récupération, la feuille. Ça a tout pris que je ne le mette pas dans la déchiqueteuse tellement j'étais en colère quand je préparais mon petit live pour aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je change de sujet, je pense que j'en ai assez parlé. Dernier dossier, vous allez entendre parler beaucoup plus dans les prochains jours. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, de les écrire. Je vois ça défiler en même temps. Ça me fait plaisir d'essayer d'y répondre si je suis capable. Sinon, ben, j'essaierai de le faire par après avec mon équipe. On ira répondre directement sur la page. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de l'histoire de la femme qui est décédée suite à l'autorisation de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui a autorisé un meurtrier qui avait tué sa femme il y a quelques années, qui a eu 15 ans, si je ne me trompe pas. Mais pour lui permettre d'assouvir ses besoins sexuels, les 2 commissaires qui ont traité son dossier lui ont permis d'aller dans des bars de danseuses ou des masseuses pour aller assouvir ses besoins sexuels, imaginez. Puis cette personne-là, elle a fait quoi? Ben, elle a tué la jeune de 22 ans qui a offert des services érotiques. C'est fou, hein, ce que je vous dis là? Ouais, vous pouvez faire un bonhomme triste, là, je vois du monde qui en font, puis des faces fâchées, là. Ça n'a aucun bon sens, ce que je vous conte là. Et j'en ai des frissons. Puis quand on gratte, puis on lit les analyses, puis les experts qui nous parlent, on se rend compte qu'en 2017, Justin Trudeau, il a décidé qu'il arrêtait tout le système qui avait été mis en place par les conservateurs. Il faisait un reset, puis il rengageait du nouveau monde à la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
C'est le même gouvernement qui a annulé la position du Parti conservateur qui disait que pour les criminels récidivistes de crimes graves, on ne pouvait plus avoir de libération conditionnelle. Tu sais, les histoires à mi-délai, quelqu'un a tué quelqu'un il y a 20 ans, 25 ans, là, je ne sais pas les chiffres exacts, mais après 10-12 ans, ben, il peut être libéré. Ben, nous autres, on avait dit non. Tu es criminel, tu as tué quelqu'un, tu as agressé sexuellement quelqu'un, un crime grave, je parle. Je parle pas de quelqu'un qui se fait pogner avec un gramme de pot dans ses poches, là. Mais pas juste qu'il a fait un crime grave qu'on a aidé à réintégrer la société. On disait récidiviste, donc c'est pas la première fois que ça l'arrive. C'est plate pour lui, mais il n'y en aura pas de libération. Ben, les libéraux ont dit non, c'est inconstitutionnel. Fait qu'ils ont défait ça. Comme ils viennent de faire en ce moment, en défaisant tout notre système avec les gens qui avaient une expertise. Puis là, quelle était la réponse du ministre? Ben, il a dit on va faire une enquête interne. Donc, par qui? Par ceux qui ont engagé ces deux personnes-là. Parce que là, ce que l'on constate, les deux qui ont donné cette autorisation-là ont été engagés quand? Bougez pas. J'ai sorti de la documentation. En juillet 2018. C'est plate, ils ne peuvent pas dire que c'est de la faute de Stephen Harper, ce coup-ci. Fait que ces deux personnes-là, aucune expérience dans le domaine, ont autorisé un criminel qui a tué sa femme, qu'on disait que c'était dangereux qu'il soit en présence de d'autres femmes, qui n'avaient pas d'autorisation, d'aller assouvir ses besoins sexuels dans des salons érotiques de massage. C'est ça la réalité. Ben, ça n'a aucun bon sens. Ces deux personnes-là auraient dû être congédiées immédiatement, si vous voulez mon avis. Ils ont beau me dire qu'il y avait des super CV avec plein d'expérience. Il n'y en a pas d'excuse pour ça. Puis il est là le problème. Là, il y a le syndicat qui défend ces deux personnes-là, puis il y a le gouvernement qui ne veut pas les mettre dehors, imaginez. C'est ça le problème de la politique en ce moment. Il n'y a personne d'imputable. Si un jour, dans mes rêves les plus fous, je pouvais être le leader, la première chose, je pense, que j'instaurais, c'est l'imputabilité. Quand il arrive une connerie, il faut que quelqu'un paye, puis il faut qu'on fasse le ménage, puis qu'on parte sur des bonnes bases. C'est la base de la confiance de la population face aux politiciens. C'est ça la réalité. C'est fou. J'en ai des frissons de voir cette histoire-là. Puis combien d'autres cas comme ça ont été autorisés? On a posé la question, on n'a pas de réponse. Puis là, cette histoire-là, contrairement à l'autre, elle se faisait parler d'elle juste des médias francophones, mais là, les médias anglophones viennent d'embarquer dans le dossier. La pression commence à être très forte. Le gouvernement va devoir faire quelque chose. Il va falloir qu'on revoie les méthodes qui ont été utilisées pour choisir ces personnes-là. Puis qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas pour permettre à quelqu'un d'avoir des permissions pour sortir de prison ou pour être libéré conditionnellement. Donc, c'est un gros travail qui nous reste à faire. Dernier sujet, j'ai pas de questions, fait que ça continue. Je vais vous parler de la dernière petite chose. Demain, il y a bien des chances, si vous suivez la période de questions, que je pose des questions là-dessus. Je ne peux pas le dire, mais il y a des chances. Vous savez, Justin Trudeau, pour paraître comme un premier ministre féministe, égalité homme-femme, avoir autant de femmes que d'hommes dans son cabinet ministériel, ce qui est une bonne affaire en soi, quand les gens ont la compétence pour le faire, naturellement, il a créé un nouveau ministère qu'il a donné à une femme. Ce ministère-là n'a aucun budget. Il est en lien direct en dessous du ministère des Finances. Donc, il a créé un ministère pour le donner à une femme, pour essayer d'avoir son équilibre 50-50. Qui va payer pour ça? Pour les bureaux, pour le staff, pour la limousine, pour l'augmentation de salaire de la ministre. Ben nous, encore une fois, mais c'est pas un problème. On le met ça à dette. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont le payer. Ouais, c'est pas un problème. Vous comprenez que je suis sarcastique, là, hein? Ben, imaginez, ils ont créé le ministère de la prospérité de la classe moyenne. Le ministère, je répète, de la prospérité de la classe moyenne. Vous avez bien entendu. Puis quand les journalistes ont posé la question à la nouvelle ministre, OK, c'est quoi la classe moyenne pour vous? Bien, imaginez-vous, le comble du ridicule. Elle n'a pas été capable de répondre à cette question.
Elle veut aider la classe moyenne, mais elle n'est pas capable de définir c'est quoi la classe moyenne. Ben, je vais lui dire quelque chose. La classe moyenne, là, c'est des citoyens et des citoyennes qui travaillent fort, qui gagnent un salaire, qui payent des taxes et des impôts, qui payent pour les dépenses folles de Justin Trudeau à donner 50 millions à Mastercard, à donner 12 millions à l'Oblast, à aller sur des îles privées comme il l'a fait, puis se payer des voyages en Inde comme on a connu. Des dépenses complètement folles que l'on voit à tous les jours au Parlement canadien. Pas parce qu'ils font des annonces, parce que ces annonces folles-là, ils les passent en catimini dans les budgets. C'est quand qu'on gratte, puis qu'on gratte, puis qu'on gratte, puis qu'on gratte. C'est ça la réalité. Ça n'a aucun bon sens. Fait que demain, il y a des fortes chances que mes questions soient là-dessus. Je vous invite à écouter. Je vais essayer d'être drôle. Mais en même temps, c'est un dossier qui est sérieux, mais ça en est devenu complètement ridicule. Tout ça. Fait que ça a été cool. J'ai pas d'autres vraiment sujets pour vous. Je pense que je pas fait le tour. Ça fait quand même juste 4 jours qu'on est à la Chambre des communes, tout le monde ensemble pour reprendre le travail. On a une longue session jusqu'à la fin juin. On va tenter, je vous le dis, du mieux qu'on peut de vous représenter. On va participer comme on a tous la capacité de le faire dans nos fonctions respectives pour nommer notre prochain chef, se préparer en vue de la prochaine élection. Je répète ce que j'ai dit au début, ils avaient le goût de vous impliquer dans cette course. Devenez membre du parti, c'est la moindre des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir bénévole pour un des candidats. Je ne vous dis pas qui supporter. Vous êtes capable de faire votre propre choix. Je garde ma neutralité en étant lieutenant politique. Je veux continuer à jouer mon rôle dans l'équipe de direction du parti, faire en sorte que les intérêts du Québec, nos préoccupations soient à l'avant-scène, puis qu'on puisse y trouver notre place, faire en sorte que ce mouvement à l'intérieur du Parti conservateur aussi se modernise dans certaines positions. Je pense à l'avortement, à les questions sociales et bien d'autres sujets qu'on va travailler. Et on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Puis je vais garder une petite surprise pour la fin. Je prends ma gorgée d'eau Pérrier canette bleue. Hein? Et vous voyez qu'il y a une petite ligne verte, là, c'est pour mon petit côté vert. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je finissais toujours mes lives comme ça en 2018 puis en 2019. Je vais continuer comme ça en 2020. J'ai mes petits chocolats Lynn. Il n'y a plus de rouge. Les libéraux, j'ai mis ça dehors. Fait que quand j'ai des amis qui venaient, les chocolats au lait rouge, je leur donnais. Fait que j'ai gardé mon petit chocolat noir, plein d'énergie, enveloppe bleue. Et je vous dis, pour finir ce live-là, santé à tout le monde. Lâchez pas. Merci de vos encouragements. Merci de nous supporter, toute notre équipe. On va continuer à travailler fort pour vous parce que c'est ça notre travail, travailler fort pour les citoyens, non pas demander aux citoyens de travailler fort pour nous autres. Salutations tout le monde, bonne soirée, bonne dernière journée au travail pour ceux qui travaillent et finissent demain vendredi et au plaisir de se revoir. Il est particulièrement bon le bleu. Essayez. Bye bye tout le monde.